Bonjour, je m'appelle Manon Revel. Je suis diplômée de Centrale Paris, où j'ai fait mes études entre 2015 et 2017. Je suis ensuite partie aux États-Unis en double diplôme au MIT, donc en 2017, où j'ai fait un master de Technology and Policy. J'ai tellement aimé le MIT que je suis restée pour un doctorat. J'ai donc transféré du master dans le programme doctoral, où je suis actuellement en milieu de ma cinquième année. Je travaille dans le cadre de ma thèse sur les systèmes électoraux. C'est quelque chose qui peut paraître très normal et un peu pris pour acquis quand on est dans une démocratie. On a une manière de voter, on a une élection, on choisit un candidat. Mais en fait, il y a plein de manières différentes de faire ce qu'on appelle agréger l'information, agréger les préférences des électeurs. C'est-à-dire qu'on pourrait vous demander qui est votre candidat préféré, ce qu'on fait en France aujourd'hui, mais on pourrait aussi vous demander de faire une liste de votre candidat préféré, puis de votre deuxième préféré, votre troisième, ainsi de suite. Et en fonction de la manière dont vous avez exprimé vos préférences, il y a aussi plein de manières d'agréger les préférences. Nous, ce qu'on connaît, c'est le vote par majorité, la démocratie directe, mais il y a en fait beaucoup de manières différentes, il y a beaucoup de systèmes électoraux différents. Je me suis intéressée à ce sujet parce qu'il y a un résultat mathématique qui date de 2 siècles, qui a été en fait prouvé par Condorcet en 1785, qui peut être perçu comme un théorème en fait, de l'intelligence collective. De manière grossière, ce que ce théorème dit, c'est qu'un groupe, collectivement, peut être plus intelligent que le plus intelligent des membres de ce groupe. Donc c'est un phénomène qui paraît un peu magique et peut-être même contre-intuitif aujourd'hui, mais c'est l'idée que si on distribue l'information correctement, c'est-à-dire que les personnes qui font partie de ce groupe ont un niveau de compétence, un niveau d'expertise qui collectivement est suffisant, en fait il y a ce phénomène d'intelligence collective qui émerge et qui permet encore une fois un peu grossièrement, d'arriver à des résultats qui sont meilleurs que si en fait on s'était reposé que sur un petit nombre d'électeurs. Donc l'intelligence collective est un phénomène, je vous le disais, qui a été d'abord théorisé au XVIIIe siècle par Condorcet et qui a aussi été testé empiriquement. Le premier test empirique, c'est un peu marrant, c'est un test qui a été fait dans une foire agricole où un chercheur britannique a demandé à des passants dans cette foire de donner une estimation du poids d'une vache. Et l'estimation agrégée des passants a été comparée à l'estimation qui avait été faite par des experts, des fermiers. Et en fait, on s'est rendu compte que l'estimation agrégée des passants, donc gens qui n'avaient pas tellement de connaissances sur le poids d'une vache ou sur des questions fermières, était plus précis et bien plus précis que l'estimation d'experts. Et donc c'est ce phénomène d'intelligence collective qui, encore une fois, est a priori un peu surprenant, voire contre-intuitif, qu'on aimerait essayer d'utiliser pour résoudre des questions complexes, des problèmes complexes en démocratie par la délibération et le vote. Et donc il y a un domaine mathématique, la théorie du choix social, qui a été créé suite au premier théorème de Condorcet, qui permet d'étudier justement ces systèmes de vote. Et donc c'est un cadre dans lequel on est capable de définir un certain nombre d'axiomes qui nous permettent d'apprécier à la fois la performance et la justesse, ou le caractère donc juste et égalitaire de différents systèmes de vote. C'est un champ que je trouve fascinant parce qu'il a été créé à l'intersection des maths et de la philosophie. Donc il y a cette idée de poser des axiomes qui en fait sont, contrairement par exemple aux axiomes de la géométrie euclidienne sur lesquels on peut débattre, mais à partir de ces axiomes, on est capable de développer donc, des théories mathématiques. En particulier, je travaille sur un système qui en fait est très simple, qui repose sur l'idée de délégation. C'est-à-dire que dans un système de vote aujourd'hui, la délégation n'est pas quelque chose qui est courant. Quand on vote, soit vous allez voter, soit vous n'allez pas voter. L'idée de pouvoir déléguer son vote quand on ne sait pas quoi voter, quand on ne peut pas voter, existe. On peut faire un vote par procuration quand on ne peut pas aller voter, mais elle n'est pas du tout institutionnalisée. L'idée de la délégation, en fait, est très simple. C'est si on a à résoudre un problème qui est très complexe, il y a un équilibre à trouver entre le niveau d'expertise de chacun et le phénomène d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il y a presque un équilibre entre l'expertise et le nombre de personnes qui votent. L'idée de la délégation, c'est d'être capable de diviser les tâches, c'est-à-dire de permettre à des gens qui se sentent experts de voter, de prendre part à une décision, et à ceux qui ne se sentent pas experts de déléguer leur voix, donc de toujours faire partie du système, mais en déléguant leur vote. Donc c'est une idée qui est très très simple. C'est un système qui s'appelle la démocratie fluide. Et ce que j'ai fait dans les dernières années, ça a été étudier ce système de vote dans un cadre, dans le domaine mathématique dans lequel je travaille, à savoir la théorie du choix social. C'est-à-dire qu'on regarde comment est-ce que différents mécanismes de délégation, c'est-à-dire comment est-ce que différentes manières qu'on a, nous, en tant qu'électeurs, on a potentiellement de déléguer. Donc ça, on le modélise selon un processus stochastique. On a tous une certaine probabilité qui dépend de caractéristiques qui nous sont propres et de caractéristiques de nos voisins dans le graphe, dans le réseau social dans lequel on agit. On a une certaine fonction, une probabilité de déléguer à certaines personnes. Et donc on regarde différentes classes de comportements
Et on regarde les classes de comportement qui permettraient à la démocratie fluide de performer beaucoup mieux que la démocratie directe. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les conditions sur les comportements humains sont très minimes pour que la délégation apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'on est assez optimistique sur le fait que juste proposer un système très simple qui est quand on ne sait pas comment voter, on délègue, ce serait quelque chose qui permettrait de mieux répondre à la problématique posée d'équilibre entre l'expertise et le nombre d'électeurs. La démocratie fluide est un concept qui existe depuis longtemps. L'idée de la délégation n'est pas du tout nouvelle. On retrouve des traces de cette idée de délégation il y a longtemps, par exemple dans des textes de Lewis Carroll. C'est aussi un concept qu'on a retrouvé sous le nom de proxy voting dans les travaux de professeur Miller en 1969. Et c'est un système qui a été beaucoup mieux théorisé dans les 10 dernières années, qui gagne de plus en plus d'attraction dans le monde académique, moins à l'extérieur. Je ne pense pas que vous ayez entendu parler de la démocratie fluide à ce jour. Et donc c'est un système très simple qui repose sur l'idée de délégation. Donc au lieu de voter directement, si vous ne savez pas comment voter, vous déléguez votre pouvoir à quelqu'un qui va vous représenter. Cette personne peut aussi à son tour déléguer. Donc en fait vous avez des chaînes de délégation qui s'activent et qui permettent de trouver de manière endogène des représentants locaux. Donc soit des représentants qui peuvent agir en tant que représentants, c'est-à-dire faire assembler, débattre, soit des représentants qui vont être juste un moyen de voter directement, donc pour une élection par exemple présidentielle. Le but de ma recherche, c'est donc d'améliorer incrémentalement les processus de décision collective. Je vous parle de la démocratie fluide dans le cadre d'une démocratie, mais en fait, c'est une problématique qui se retrouve en entreprise, a fortiori dans les entreprises qu'on appelle aujourd'hui les DAO, qui essayent de s'organiser collectivement de manière décentralisée. Donc concrètement, vous avez un groupe qui essaie de prendre une décision. Je vous parlais de l'intelligence collective, donc cette idée qu'en fait, un groupe, on est capable de faire émerger d'un groupe de très bonnes choses si on est capable de mettre des contraintes, des règles minimales qui permettent à ce groupe de s'organiser, mais c'est très important, d'une manière qui est décentralisée. On ne veut pas évidemment de force centrale. Et donc l'idée de la démocratie fluide, c'est d'être un élément qui répond à cette problématique d'améliorer la prise de décision d'un collectif de manière décentralisée. L'idée donc d'apporter les connaissances en intelligence collective est primordiale ici, puisque l'idée c'est qu'on est en fait, à mon avis, on a complètement sous-exploité cette idée d'intelligence collective. Et on a tendance à penser qu'elle n'existe pas, parce qu'il y a des environnements dans lesquels les groupes, notamment des groupes d'anonymes, se comportent particulièrement mal. On parle beaucoup de la violence ou de la haine sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des exemples, comme Wikipédia, où des groupes d'anonymes, de manière décentralisée, dans un environnement qui est bien défini, ont en fait créé une chose extraordinaire, qui est la plus grande base de données de connaissances de l'histoire de l'univers. Donc ce que je fais, c'est d'essayer d'utiliser, d'exploiter ces concepts et de comprendre les propriétés théoriques, les propriétés mathématiques qui nous permettent d'avoir confiance dans le fait qu'en déployant ces systèmes sur des questions politiques et sociales, on serait capable d'atteindre des résultats en termes de prise de décision, en termes de légitimité de la décision qui a été prise, en termes de respect, notamment de la direction qu'on prend de manière commune, même si on n'est pas tous d'accord avec cette direction. Voilà, mon espoir, c'est qu'on soit capable d'avoir une amélioration incrémentale de ces processus de décision en matière, encore une fois, c'est très important pour moi, de légitimité, de performance. Nos activités de citoyens, en général, se résument, du moins c'est comme ça que moi je le formalise, entre d'abord on s'informe, ensuite, si on en a l'opportunité, on délibère et ensuite on vote. Et c'est quelque chose, on est très familier de toutes ces étapes. On parle beaucoup de comment est-ce qu'elles dysfonctionnent aujourd'hui. Et il me semble que le monde de la recherche a quelque chose à apporter dans ces discussions. Encore une fois, c'est quelque chose d'incrémental, c'est quelque chose qui peut informer, donner des opportunités de penser différemment à des sujets qu'on pense connaître. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce pan de recherche très intéressant. En particulier, j'ai trouvé que essayer de se concentrer sur la partie qui est théorique, qui est mathématique, est extrêmement intéressant. Ça peut paraître étrange parce qu'on peut se demander comment est-ce qu'on modélise une démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire de modéliser? Ça veut dire modéliser l'esprit humain. Ça veut dire comment est-ce qu'on réfléchit à ce qu'est une bonne démocratie. C'est des questions qui sont très difficiles et qui en fait ne sont pas seulement mathématiques. Il se trouve que le réconfort que j'ai trouvé dans cette formalisation, c'est qu'on est capable d'approcher un système. On ne réplique pas un système avec des maths, mais on modélise un système, on le réplique d'une manière qui est simplifiée et on est capable de développer une intuition sur ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher. Et ça, c'est la première étape. Les étapes qui suivent, c'est tester, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'essaie de travailler avec des entreprises pour tester ce principe de démocratie fluide. Mais il y a aussi d'autres champs qui se ramènent à ces questions. Notamment, il y a une communauté philosophique qui commence à travailler sur ce sujet. Et quelque chose que je trouve passionnant et qui fait partie des choses que j'ai découvertes aux États-Unis et qui font que mon expérience de recherche est formidable, et de pouvoir travailler à l'intersection entre les mathématiques et maintenant essayer de discuter avec des philosophes et de comprendre comment est-ce que la démocratie fluide fait partie intégrante de ce domaine de recherche et une possibilité pour nos démocraties.
et de renouer ces deux domaines, les maths et la philo, qui en fait étaient à l'origine de la théorie du choix social, donc du domaine dans lequel je travaille.